Bonjour à tout le monde et bienvenue à une émission importante. Je l'appellerais même une grande émission. Pourquoi? Parce qu'elle a des enjeux moraux, des enjeux éthiques, des enjeux médicaux et surtout des enjeux anthropologiques. Je veux parler de l'euthanasie active, la loi de fraternité, si mal nommée, et je suis triste de le dire, mais aujourd'hui nous devons aborder ce sujet qui est d'une brûlante actualité, mais surtout avec un axe dépassionné. Aujourd'hui, on joue sur les passions, sur les émotions, sur la corde sensible. Il me semble important de pouvoir en discuter avec des personnes formées, des personnes qui parlent avec une hauteur de vue et qui sont conscientes des enjeux, mais surtout aussi de la boîte de Pandore que nous sommes en train d'ouvrir. Donc j'ai la grande joie ce soir pour aborder ce sujet important, ce sujet qui ne peut absolument pas être ignoré par qui que ce soit aujourd'hui, parce que tôt ou tard, nous serons concernés par notre propre fin de vie. J'accueille tout d'abord la professeure Aline Chenet de Beaupré. Bonsoir, Madame la professeure. Bonsoir Père. J'espère que vous allez bien. Vous êtes une spécialiste, non seulement professeur en droit privé, également en sciences criminelles, mais spécialiste aussi de l'éthique de la fin de vie. Donc je pense ce soir que vous aurez largement la légitimité pour prendre la parole dans cette émission. Et nous accueillons également le docteur Sergile Lafont. Bonsoir docteur. Bonsoir mon père. Bonsoir, vous êtes ancien médecin généraliste, très répandu sur les réseaux sociaux pour diffuser l'information et aussi la bonne nouvelle, ça nous fait un point commun. Alors, médecin biologiste, hein, je n'ai pas exercé la médecine générale. Je fais de la recherche dans l'industrie, mais surtout j'ai un environnement médical très fort et je suis en relation avec beaucoup de médecins. Merci pour la précision, docteur Sergile Lafont. Alors, peut-être la première question qui vient aujourd'hui à l'esprit de tout le monde, comment s'y retrouver au moment où on nous dit, mais attention, et je l'entendais encore dernièrement, mais vous n'avez pas de cœur. Lorsqu'on voit la souffrance d'une personne qui est dans les derniers stades de sa vie, comment est-ce qu'on pourrait lui dire, eh bien non, on va pas te permettre d'arrêter les souffrances. Alors, est-ce que la vraie dignité, c'est de stopper la vie, de l'accompagner, de l'abréger? Vous en pensez quoi, cher professeur Chenet? Alors la question, elle importe, elle conduit sur plusieurs chemins. Vous avez employé le mot dignité. Le mot dignité, je pense qu'il ne faut pas chercher à se l'accaparer. Il ne faut pas qu'il y ait un clan qui dise la dignité, elle est de mon côté, la dignité, elle est de l'autre côté. C'est une des premières choses. Ensuite, vous avez parlé des souffrances, effectivement, en fin de vie. Déjà, les souffrances, ça fait peur à tout le monde. On en a une appréhension. La mort, on en a aussi une appréhension. Donc, euh, tout ce schéma constitue un terreau qui favorise des peurs. À partir de ce moment-là, ce tableau étant dessiné, on voit qu'on est sur un terrain gênant, mais vous parlez de souffrance en fin de vie et de personnes qui évoquent le fait que c'est ne pas avoir de cœur que de laisser des personnes mourir dans des souffrances de fin de vie. Ici, j'arrêterai tout de suite une discussion de ce type en disant attention, il y a une solution médicale. Je ne suis pas médecin, je le rappelle, mais ce sont les soins palliatifs. Et les soins palliatifs ont précisément pour objet de prendre en charge une personne qu'on ne peut plus guérir, qui va mourir parfois à court terme, parfois à moyen terme ou long terme. Les personnes peuvent mourir dans les heures, dans les jours ou dans les mois ou années qui suivent. On ne peut plus la guérir, mais on va pouvoir la prendre en charge. Et prendre en charge, ce sont tous ces soins qui, notamment, vont accompagner la personne et la soulager de ses souffrances. Et les soins palliatifs ont merveilleusement progressé depuis 10 ans, 20 ans, et on a très très peu de demandes d'euthanasie, si on veut aborder déjà ce sujet, lorsque les personnes sont prises en charge en soins palliatifs.
Donc, ça sera ma première réaction à votre question. Merci beaucoup. Est-ce qu'on sait d'où est née cette loi de fraternité? Est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'il y a des lobbies derrière? Est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est un souci de coût? J'entends, parce que là, on se dit loi de fraternité, qui pourrait refuser une loi de fraternité? Et sous ce terme quelque peu usurpé moralement, ça voudrait dire on s'oppose à une magnifique loi de fraternité. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a derrière cette loi de fraternité? Quelles sont les mécaniques? Alors, le terme de loi de fraternité, pour ma part, moi, je ne l'emploie pas du tout. Ce n'est pas, vous le laissez entendre, une loi de fraternité, on y reviendra, je pense. Sur les rouages ou ce qui est sous-tendu, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir déjà un rouage économique, parce que les soins palliatifs, ça coûte cher, parce que prendre en charge des personnes âgées, on voit l'augmentation de la population dans le vieillissement, ce sont des sommes extraordinaires en quantité qui se profilent. Il y a une question économique qui est une réalité, et on le voit dans les pays étrangers, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce point. Mais il y a aussi très manifestement une idéologie. Alors pour aborder la question de l'idéologie, je vais passer peut-être par le lobbying que vous avez évoqué, qui est une réalité. Le lobbying, il est à peine caché. C'est notamment en France l'association ADMD, Association pour le droit à mourir dans la dignité. Il y en a d'autres, il y a l'association Le Choix, mais l'ADMD est peut-être l'une des plus importantes et elle a un rayonnement international. Et il s'agit en réalité d'une idéologie qui est portée. Et quand on écoute les assemblées générales de cette association, ce n'est pas du tout le discours que vous avez évoqué au tout début. Oh, ces pauvres personnes qui seraient en train de souffrir en fin de vie, il faudrait les soulager. Déjà, je rappelle, les soins palliatifs sont là pour ça. Mais il s'agit en réalité d'une idéologie qui est très manifestement portée avec une volonté d'autodétermination généralisée, que chacun puisse décider de sa propre vie, indépendamment de souffrir ou non. C'est un point. Derrière, des inquiétudes qui me semblent légitimes apparaissent, qui portent sur l'eugénisme ou dire il y a des personnes, on considère qu'elles souffrent, on considère que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et là, l'eugénisme est derrière. On est dans une situation très inquiétante. Mhm. Alors là aussi, je suis en Suisse. En Suisse, nous avons notamment Exit. Exit, qui est une société où vous avez la possibilité, moyennant l'établissement d'un contrat à la fin de votre vie, si vous êtes encore en pleine possession de vos moyens, eh bien, cette institution vient chez vous, là où vous vous trouvez, et vous permet de prendre un mélange létal, et c'est vous qui le prenez. Alors là aussi, loin de moi, et je pense que là, je parle aussi en tant que prêtre, en tant que religieux, en tant que théologien, loin de moi accuser ou juger quelqu'un qui décide de stopper dans le fond sa souffrance de quelque manière que ce soit. Je ne lis pas dans son cœur, je ne sais pas ce qui se passe. Donc là aussi, l'aspect de la personne qui décide de se suicider, je ne jugerai pas cet acte-là, mais Exit donne la possibilité que la personne le fasse pour elle-même en ingérant une solution létale. Par contre, il me semble qu'il en va encore d'une toute autre mesure que d'obliger un médecin à poser lui-même sur autrui un acte létal. De faire soi-même le geste, pour moi, de manière éthique et morale, est totalement différente que d'obliger un médecin. Et là, je me tourne aussi vers le docteur Sergi Gilles Lafont, qui a quand même fait le serment d'Hippocrate, hein, primum non nocere. Là aussi, et je crois que cette loi veut même imposer pratiquement à un médecin de ne pas pouvoir décider moralement de refuser cet acte. Est-ce que là aussi, on va très très loin en impliquant, et je m'adresse aussi à la professeure de droit, est-ce qu'on n'est pas là carrément en train de légaliser, excusez-moi, un crime? Alors, en ce qui me concerne, d'après ce que j'ai pu lire, en fait, le médecin
a une clause de conscience, mais cette clause de conscience est liée à une obligation de transmettre la demande à un confrère. Ce qui fait que même s'il ne veut pas pratiquer une euthanasie, il est obligé d'être complice quelque part sur un plan moral, puisqu'il doit transmettre à un confrère, ce qui me paraît tout à fait aberrant. Et puis je voudrais parler des pharmaciens, je ne suis pas pharmacien, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, qui eux n'ont pas de clause de conscience, qui eux prêtent le serment de Galien, qui leur interdit de délivrer un poison. Donc moi, ce qui me choque beaucoup, et j'en discute beaucoup avec mes confrères de différentes spécialités, c'est quelque part on transforme les médecins et les pharmaciens en petits soldats de l'État, et c'est une privation de liberté absolument considérable et une violation de notre éthique. Alors, concernant les médecins sur le plan du droit, je ne sais pas ce que le professeur Chedette-Beaupré en pense sur un plan juridique. En tout cas, nous, sur un plan médical, on est révoltés. Et je voudrais signaler que c'est très mensonger de dire que la majorité des médecins sont pour cette proposition de loi, parce que c'est complètement faux d'après mon expérience et tout ce que je peux lire. Alors du côté des sondages, il y aurait effectivement beaucoup à dire parce que dans un sondage, et c'est classique, c'est la façon dont on pose la question, dont on la formule, qui va guider la réponse qui sera donnée, mais très manifestement, les médecins ne sont pas favorables à l'euthanasie. Je vais parler euthanasie, suicide assisté pour l'instant ensemble, mais ce qui est certain, c'est que la question habituellement, c'est de dire qu'est-ce que vous en pensez? Et comme ça a déjà pu être évoqué dans nos propos à l'instant, chacun fait ce qu'il veut, pourquoi pas, on n'est pas favorable, mais on dit mais je ne vais pas décider pour les autres. En revanche, quand on demande au médecin et est-ce que vous voudriez pratiquer cet acte, là il y a un déport et les médecins disent non, pas moi. Alors ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Lafont, vous parliez de cette clause de conscience, effectivement, elle est copiée en France sur celle qui existe pour l'IVG, avec une petite différence. Donc, seuls les médecins, dans le texte qui est étudié actuellement, seuls les médecins et les infirmiers s'apprêtant à accomplir l'acte létal disposeraient de cette clause de conscience. Donc, seules les personnes directement impliquées dans l'injection auraient cette clause de conscience. Et encore, dans la copie qui est faite par rapport au texte avec l'IVG, il faut effectivement si on exerce sa clause de conscience et qu'on dit je ne veux pas moi, on doit réorienter vers un autre médecin. Et le texte actuel va plus loin pour l'IVG parce que il a changé une formulation en disant vers un autre confrère disposé à. Et donc on se trouve effectivement dans un circuit. Je suis dans un engrenage si je suis médecin. Certes, je me déporte, mais j'ai participé au processus puisque j'ai guidé vers quelqu'un qui le fera. Donc ça, c'est quelque chose de très problématique. Et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Père Romain, on est dans un système en France auquel on réfléchit différent de la Suisse. La Suisse, c'est l'assistance au suicide avec un process qui va découper. Je suis le patient, je vais voir un médecin, je lui demande de réaliser une prescription létale pour moi. Une fois que j'ai, et il n'est pas obligé de le faire, une fois que j'ai cette prescription létale, je vais pouvoir faire appel à une association, Exit notamment, et il y en a 5 ou 7, je crois, en Suisse, il y a plus que Exit, et ensuite, c'est cette association qui mettra en place le système. La France, elle, ce à quoi elle réfléchit, c'est une euthanasie ou un suicide assisté, sans employer les termes. Euthanasie, le médecin directement injecte une substance létale au patient. Le suicide assisté, le médecin ou l'infirmier va installer un système que le patient n'aura plus qu'à déclencher. Ce sera une perfusion avec une substance létale dedans, par exemple. Et moi, le patient, je n'aurai plus qu'à déclencher moi-même. Mais c'est moi qui accomplirai le geste. Mais ce qui est certain, c'est que, et ça gêne énormément d'un point de vue du droit pénal, les formulations actuelles du texte laissent entendre, à écouter les politiques, qu'on distingue l'euthanasie du meurtre. Le meurtre, c'est administrer, provoquer la mort
intentionnellement de quelqu'un. Ici, on peut même aller plus loin, c'est un assassinat, puisque c'est prémédité. La définition d'un assassinat en droit pénal, c'est un homicide volontaire prémédité. Donc, c'est pas simplement par une petite phrase qu'on va dire ça n'est pas un meurtre, ça n'est pas un assassinat. C'est beaucoup plus complexe que ça, et d'un point de vue de droit pénal, c'est un peu gênant. Oui, alors en effet, c'est très gênant, d'autant plus qu'on apprend également, me semble-t-il, selon le texte, que dans le fond, la mort serait considérée comme une mort naturelle. Est-ce que vous confirmez? Alors, ça a été discuté à plusieurs reprises dans les différents examens des commissions et des chambres Sénat, Assemblée nationale. On le met, on l'enlève, on le met, on enlève. En réalité, on est en train de partir un peu comme pour la Belgique, avec cette appellation de mort naturelle. Et l'idée est, c'est extrêmement gênant parce que ce n'est pas une mort naturelle, mais elle est notamment de permettre la mise en place de ce qu'on appelle les assurances vie, qui sont plutôt des assurances décès. Et cette assurance décès fonctionnerait grâce à cette appellation de mort naturelle. Et sur ce point-là, si je me suicide dans un mode de vie classique, je me suicide à l'ancienne, va-t-on dire, mon assurance vie ne fonctionnera pas en faveur de mes proches si je me suicide dans l'année. En revanche, si je réalise un suicide assisté, avec la bénédiction de la loi, à ce moment-là, mon assurance vie fonctionnera même si je me suicide dans les jours, semaines qui suivent la souscription de mon contrat d'assurance. Ce sont les enjeux derrière ces qualifications qui sont anormales. Ce n'est pas une mort naturelle, comme un accident de voiture ou un suicide, ce ne sont pas des morts naturelles. Est-ce que là aussi, au niveau moral, au niveau éthique, on pourrait dire que c'est presque essayer de pousser des familles peu scrupuleuses ou qui sont peut-être avides d'héritage ou d'assurance vie, de pousser un peu vers la sortie leurs aînés? Quand on parle de ces questions et du texte tel qu'il est formulé actuellement auprès des magistrats, les magistrats ont extrêmement peur de ce qui va se passer après-demain. Parce que, comme vous l'avez évoqué, personne n'est parfait sur Terre et il y a des personnes qui seront fatiguées peut-être parfois de voir la grand-mère qui est depuis longtemps là en EHPAD et qui a un cancer avancé et c'est fatigant. Psychologiquement, c'est fatigant. Et il y a ceux aussi qui voient que la grand-mère en EHPAD, elle coûte de plus en plus cher et que l'héritage, même c'est humain, on l'a vu, on y a pensé et il disparaît. Alors elle souffre trop et on va peut-être la pousser vers une sortie qu'elle va finalement demander elle-même. Et c'est ça un point extrêmement pervers, c'est que à force il n'y a pas que la grand-mère, hein, il y aura d'autres approches aussi, mais si je garde cet exemple de la grand-mère, elle va se sentir aussi un poids. Elle se sent inutile. On lui fait comprendre que elle ne fait plus rien. Elle voit qu'elle est diminuée dans ce qu'elle peut faire dans la vie, et elle va se sentir un poids pour la société. La famille indirectement va dire ah mais tu comprends là je peux pas partir en vacances à cause de toi. Et on risque d'avoir ce genre de geste, et on le pressent également auprès des personnes lourdement handicapées. Alors, elles ne seront pas vieilles, le plus souvent ces personnes lourdement handicapées avec une maladie de Charcot, une myopathie de Duchenne, des cancers avancés. Ces personnes aussi, elles ont besoin aidants qui fatiguent, et l'État s'appuie sur ces aidants. Et il y aura l'incitation, ben, tu peux mourir, pourquoi est-ce que tu ne meurs pas? Mhm. Tu peux demander un suicide assisté. La société te l'a offert, que n'en profites-tu pas? Mhm. Et là, c'est un effet pervers et il y aura des risques de crimes presque parfaits, puisque ce ne sera pas la personne qui aurait de mauvaises pensées qui aura agi, mais elle n'aura fait que des incitations et ça ne laisse pas de traces. Là aussi, quand on parle de fraternité, de dire écoute, je vois que tu souffres beaucoup, tu sais que maintenant tu es éligible selon cette loi à pouvoir partir dignement, entre guillemets, et là, c'est absolument, ça serait en tout cas absolument vécu comme bienveillant, comme tout à fait légal et dans le bon ordre des choses. Mais par contre, on apprend aussi que cette loi sanctionnerait les personnes qui essaieraient de dire non, réfléchis à deux fois, fais attention, donc dans le fond de dissuader. On n'est pas quand même en train d'inverser totalement les choses?
Alors ici, vous évoquez ce qu'on appelle le délit d'entrave, qui est envisagé dans l'article 17 du texte actuellement. Ce délit d'entrave est unique au monde. Il n'y a que la France qui y est pensé, de la même façon que la France est la seule, je crois, à avoir pensé à exclure les pharmaciens qu'évoquait le docteur Lafont tout à l'heure de la clause de conscience. Et sur ce délit d'entrave, on est dans une situation qui est très problématique parce que, à écouter certains ministres de la Santé, ils disent mais ne vous inquiétez pas avec ce délit d'entrave, il s'agit simplement d'empêcher des personnes physiquement de venir bloquer un processus. En réalité, il y a un parallèle qui est fait avec l'IVG une nouvelle fois, en disant, souvenez-vous, dans les années 80, certains militants s'enchaînaient devant des blocs opératoires pour empêcher physiquement l'intervention. Et c'est ça que les ministres ont pu évoquer à plusieurs reprises. Alors déjà, il n'y a pas de bloc opératoire pour un suicide assisté ou une euthanasie. Ensuite, quand on lit les textes, le texte ne le prévoit pas. Donc j'invite tout un chacun à les lire, le texte de la proposition de loi. Il s'agit d'empêcher quelqu'un de dissuader ou tenter de dissuader. Et en fait, c'est extrêmement large. Et là, parmi les problématiques, mais elles sont énormes derrière ce délit d'entrave, ça veut dire que les psychiatres qui s'occuperaient d'une personne dépressive, les médecins de soins palliatifs qui vont avoir des personnes qui sont quand même condamnées à court, moyen ou long terme, ces soignants sont confrontés à des personnes qui vont avoir des passages à vide, qui vont avoir des moments où elles vont penser à mourir parce qu'elles auront eu beaucoup de fatigue ou de souffrance ou de peur à tel ou tel moment. Mais ces soignants savent que ce sont des passages. Et les témoignages sont heureusement extrêmement nombreux de personnes qui disent heureusement qu'on ne m'a pas écouté quand j'ai demandé à mourir à tel moment de ma chimio, je n'en pouvais plus, ou des personnes autres dans d'autres configurations. Le docteur Lafont aura peut-être d'autres exemples à présenter. Et ces personnes sont sorties de cette phase qui ne dure pas très longtemps. Mais ici, comme le droit français envisagerait de réaliser une euthanasie ou un suicide assisté avec un délai de 2 jours, nous sommes peut-être les champions du monde en France avec ce non-délai de réflexion. Il faut 10 jours pour un prêt immobilier obligatoire, 2 jours pour ici décider de mourir. Donc, si j'ai un passage à vide et que je demande à mourir, en 2 jours, je risque de mourir avant de sortir du tunnel qui n'était qu'un passage. Mhm. Je ne sais pas si le docteur Lafont aimerait réagir. Ah, je suis tout à fait de l'avis du professeur Chenet. En fait, on voit régulièrement des articles de personnes qui devaient mourir dans les prochains jours et puis qui finalement ont rebond et vivent relativement longtemps après. Encore une fois, la plupart de mes collègues, on est très choqués par tout ce que l'on entend concernant les pro-euthanasie, si je peux dire. Ça ne correspond absolument pas à la sensibilité médicale. Ce que je peux dire avec force, c'est que la majorité des personnes qui font des études de médecine, qui sont médecins, sont révoltées par rapport aux échanges que l'on peut lire de tous ces pro-euthanasie. D'ailleurs, on remarquera une chose, c'est que l'immense majorité des médecins qui passent dans les médias, même dans les médias relativement clémentes vis-à-vis de cette loi, sont contre l'euthanasie. Moi, je suis régulièrement le professeur Philippe Juvin, qui est à la fois professeur d'urgence et en même temps un homme politique, puisqu'il est député à l'Assemblée nationale, et je ne peux que l'approuver totalement par rapport à cette pression que l'on va mettre indirectement sur les patients. Beaucoup de patients ont des passages, des passages à vide. Le professeur Chenet parlait des psychiatres. Alors là, je connais un peu j'ai des amis psychiatres. Ils sont scandalisés parce que
des gens qui ont envie de mettre fin à leur jour, c'est malheureusement leur pain quotidien. Les grands dépressifs, ils en voient toute la journée, c'est leur métier. On peut se demander même si le métier de psychiatre va pouvoir continuer à être exercé en France. Jean-Marie Leméné, le président de la Fondation Jérôme Lejeune, l'a encore dit récemment, et je ne peux que l'approuver. Les psychiatres sont dans une situation impossible. Mhm. Là D'autant que aussi, la santé mentale, oui. pardon, la santé mentale en France est très très mal desservie. On a régulièrement les psychiatres qui se plaignent d'un manque de moyens, et on le voit aussi à l'étranger, des pays comme les Pays-Bas qui ont légalisé, ils ont été les premiers à légaliser l'euthanasie. Ils connaissent ces mêmes problématiques financières de crise du système de santé, et les psychiatres aux Pays-Bas, un certain nombre commencent à dire au secours, on nous empêche de faire notre travail, et on commence à tuer des jeunes sur demande des jeunes, alors que ces jeunes auraient passé ce tunnel et seraient passés à autre chose. Mhm. Là aussi, ce qui est très intéressant quand même, j'imagine que vous avez sans doute eu l'occasion de visionner cette interview d'un médecin qui est franc-maçon et qui est aussi très motivé à instaurer cette loi. Et il parlait carrément, il employait l'expression mettre le pied dans la porte. Et il disait, une fois qu'on a mis le pied dans la porte, on va commencer petitement, mais ensuite, on va intégrer tout le problème des maladies dégénératives, des personnes handicapées, etc., et des mineurs. Et là aussi, c'est pour ça que tout à l'heure, j'employais la notion boîte de Pandore. Est-ce que vraiment là, on est en train de mesurer les enjeux et les dérives, surtout avec l'augmentation qui risque d'être exponentielle de ce qu'on appelle les personnes éligibles à cette loi? Alors c'est une réalité, ça c'est ce que vous évoquez, c'est un propos tenu par le professeur Jean-Louis Touraine lors de l'Assemblée générale Le Choix de l'association Le Choix, c'était en novembre 2024, et il a expressément dit, pour ça qu'on parlait d'idéologie un petit peu tout à l'heure, c'est un programme, c'est quelque chose qui est envisagé. On ne pourra pas tout obtenir la première fois, et il va falloir remettre ça. C'est vraiment sa formule chaque année pour avoir les mineurs, les personnes âgées Alzheimer, les personnes ayant des troubles mentaux. Alors c'est un programme effectivement, et c'est annoncé de façon très claire. Et c'est là que ça n'est pas très honnête de la part des promoteurs de la loi, c'est de dire non, non, c'est uniquement pour des cas extrêmes avec des conditions strictes. Alors déjà, moi juridiquement, les conditions strictes, je peux vous dire qu'elles sont absolument pas strictes. Médicalement, on peut le confirmer également. Mais aussi, il y a un programme. On le voit, les Pays-Bas et la Belgique, qu'on va mettre en parallèle, ils ont initialement envisagé l'euthanasie et ou le suicide assisté uniquement pour les majeurs. Mais au bout de quelques temps, en 2014, si je ne m'abuse, pour la Belgique, ils sont passés aux mineurs doués de discernement. Et les Pays-Bas, eux, ont abaissé au fur et à mesure l'âge en passant à 14 ans, 12 ans. Et en 2023, les Pays-Bas ont dit sans limite d'âge, ce qui inclut un nourrisson. Un nourrisson qui serait atteint d'une maladie extrêmement lourde pourrait être, non pas, c'est pas un suicide assisté, ce sera une euthanasie parce que le nourrisson n'est pas en mesure d'exprimer une volonté quelconque. On va l'euthanasie. Donc c'est un programme. Et ce qui est très gênant ici, c'est qu'on voit la dérive en idéologie et en eugénisme, parce que ça veut dire ce nourrisson, si je reste sur cet exemple, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il souffre trop. Et ça veut dire que c'est un tiers qui prend la décision. Le suicide, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un choix personnel de l'individu. Mais quand A dit B devrait mourir, là, ça devient très problématique. Mhm. Est-ce que là aussi, au niveau éthique, parce que là, on parle justement de tout ce qui est l'aspect fin de vie, l'aspect début de la vie aussi, on ne va pas venir sur forcément l'IVG, mais quand même, aujourd'hui, on dit que voilà, il faut aussi veiller à l'argent public, qu'il faut économiser. Enfin, on amène aussi tous ces éléments-là, et c'est aussi le pourquoi du non-développement des soins palliatifs, où il y a un déficit notoire, alors que c'est là où on devrait investir en disant
misons sur la dignité de la fin de vie et non pas sur la dignité de la mort, pratiquement, où il faut abréger les choses. Mais là, on a toujours aussi de l'argent, et je ne vais pas forcément ouvrir ce nouveau débat, parce que là aussi, ça sera un nouveau débat. On a toujours de l'argent pour des transitions de genre, où là, même les mineurs, on leur donne l'accès, même contre l'avis des parents, à pouvoir choisir leur genre et à subir des chirurgies de transition. Enfin, on dit de changement de sexe. Moi, je dis plutôt d'aliénation de sexe, vu que de toute façon, ces nouvelles personnes qui vont conserver quand même leur gène chromosomique vont être stériles. Donc là aussi, je me dis, mais en arrière-fond éthique par rapport à tout ce qu'on vit dans les propositions de loi, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, une aliénation anthropologique notoire et un asservissement de la personne humaine? Je sais pas si le docteur Lafont veut répondre. Moi, je voudrais d'abord quand même qu'on revienne sur cette histoire. Je suis pas juriste, mais justement, je suis très choqué. J'entends régulièrement parler de cadres très stricts, etc., par tous les pro-euthanasie. Est-ce que vous pourriez, professeur Chenet, nous dire de façon claire pourquoi ce cadre strict sur un plan juridique est un leurre? Alors c'est plus facile pour moi de répondre sur cette question-là. Sur les conditions strictes, on a notamment, c'est l'article 4 du texte, qui va énumérer un petit peu toutes les conditions pour pouvoir être éligible à la fin de vie. Et les termes sont extrêmement importants. Ils sont perturbants parce que ils donnent une illusion pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet qu'effectivement ce seront quelques rares personnes qui seront concernées. On va parler d'une affection grave. Une affection déjà médicalement, je pense que le docteur Lafont ça doit lui parler, mais cette affection, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie. Derrière l'affection, j'aurais autant une maladie qu'un handicap. Rien qu'avec ça, on est en train de couvrir une population qui n'est pas uniquement atteinte d'une maladie. Si je suis handicapé, ce n'est pas une maladie, mais je commence à pouvoir devenir éligible. On va nous dire que cette affection doit être grave et incurable. Ben, je manque d'expérience, mais si je suis tétraplégique, c'est grave et c'est incurable. Et on a une progression de cette façon dans le texte. On nous dit qu'il faut être en phase avancée. Là, c'est la Haute Autorité de Santé qui a dit phase avancée. On va éviter de parler de court terme. Parce que le court terme, c'est déjà prévu. Moyen, long terme, les médecins disent bon, on ne sait pas, et la Haute Autorité de Santé dit on ne sait pas non plus prévoir un décès à moyen ou long terme. Et c'est pour ça qu'on a pris ce terme de phase avancée. Donc on a l'impression avec la phase avancée que c'est quelqu'un qui va mourir de façon imminente. Non, pas du tout. C'est pour viser notamment le moyen terme parce que les médecins disent nous ne sommes pas capables de prévoir. Donc on a une échéance déjà lointaine de la mort. La personne ne va pas mourir à court terme. Et ensuite, on nous parle de souffrance psychologique, physique. Et puis là, le texte est en train d'évoluer. On nous disait une souffrance psychologique seule ne permettra pas d'accéder à l'aide à mourir, avec les guillemets. Elle commence à le devenir. On a modifié la commission des affaires sociales a modifié, a dit on pourra pour une simple souffrance psychologique. Traduction, j'ai un cancer, ça se passe pas bien, il n'est pas tellement guérissable, j'ai une espérance de vie encore de 3-4 ans, mais voilà, mon père est mort et je suis très affectée par le décès de mon père. Ben là, j'ai une souffrance psychologique sur un fond de pathologie grave, incurable, en phase avancée, je suis éligible. Et donc, on est avec des critères extrêmement vastes et des médecins ont calculé, j'insiste, des médecins ont repris tous ces critères et les ont passés au prisme des principales pathologies. Ils ont envisagé les insuffisances rénales sévères, pulmonaires sévères, cardiaques sévères. Ils ont envisagé les maladies lourdes telles que myopathie de Duchenne, maladie de Charcot, SLA. Ils ont envisagé les diabètes. Alors je laisserai le docteur Lafont préciser les différents types de diabète. Et à chaque fois, on sait que on a 10 000, 50 000 Français concernés. Et à chaque fois, c'est des pathologies lourdes. Et en additionnant
toutes ces personnes éligibles au prisme de ce que prévoit l'article 4 actuellement, on arrive à 1 million de Français éligibles. Donc c'est monumental. Mhm. Alors, j'ai bien lu les articles de mes confrères et je confirme que tous ces termes sont très flous sur le plan médical, sont à géométrie variable, que l'on arrive à 1 million de personnes et il y a plusieurs auteurs qui ont écrit à peu près les mêmes chiffres et tout ça est très inquiétant. Et moi, ce qui me choque énormément, c'est de voir les députés pro-euthanasie ou les sénateurs rassurer les gens en disant mais vous inquiétez pas, c'est un cadre extrêmement strict. Je pense en particulier à Catherine Vautrin qui avait parlé au mois de mai en ces termes à l'Assemblée nationale. Bon, il y a beaucoup de députés qui veulent rassurer en disant ça va pas déborder, etc. Et au niveau médiatique, sur les grandes chaînes télévision, on a sans arrêt ce refrain. C'est pour ça que je suis heureux de vous voir préciser que tout ça est un leurre. Et je voudrais préciser aussi autre chose, c'est la couverture médiatique de ce sujet est absolument scandaleuse puisque toutes les grandes chaînes médiatiques passent très largement des pro-euthanasie et quand je dis très largement, je suis gentil, je pourrais dire quasiment exclusivement et toutes les personnes anti-euthanasie qui sont également très compétentes sont reléguées dans des petits médias et ne passent jamais sur les chaînes dites mainstream. C'est probablement l'une des grandes raisons qui fait que le public est bercé d'illusions. Et Donc, non dans le seulement fond, les, oui, pardon, oui, non allez-y, Sonia. seulement les conditions strictes dans le texte ne le sont pas, le million, il a été présenté à Madame Vautrin. On lui a montré, attention, vous dites que c'est conditions strictes, voilà ce que ça donne. Et elle voulait que ce soit chiffré. Mais il y a aussi l'expérience étrangère qui montre que quand il y a véritablement des conditions strictes, ça s'ouvre. On n'a pas évoqué jusqu'à maintenant le Canada, avec notamment le Québec, le Québec émarge à 8% des décès aujourd'hui par aide à mourir. On est dans des chiffres, mais des proportions monumentales. Et au Canada, avec les différentes provinces, ils ont presque tous les 2 ans eu une nouvelle loi qui élargissait le domaine d'éligibilité. Ici, discrimination. En ce moment, ils envisagent en 2027 l'ouverture aux personnes atteintes de troubles mentaux. Il y a une progression qu'ont connue aussi les Pays-Bas et la Belgique, mais le Canada est assez remarquable parce qu'ils ont des rapports qui sont officiels, qu'on peut aller trouver sans aucune difficulté sur Internet et qui disent très très clairement les lois et autres. Alors, je vais donner un petit témoignage personnel, parce que là aussi, on pourrait dire, vous n'êtes pas concerné directement, regardez, moi je souffre. On a aussi toujours aujourd'hui, tout spécialement dans les médias, on nous prend des cas très spécifiques qui nous tirent les larmes, comme dans les minorités, où on dit, vous voyez telle et telle personne, avec un cas absolument extrême, pour légitimer une loi. Et là aussi, moi, j'aimerais quand même témoigner d'une chose qui m'a touché personnellement. J'ai ma propre maman qui est décédée il y a pratiquement maintenant 6 ans de la maladie de Charcot. Donc on sait que la maladie de Charcot est justement une des maladies particulièrement ciblées par ce domaine-là. Elle est même à l'origine de l'élaboration des soins palliatifs, paraît-il. Et ma maman a eu la chance de pouvoir être accompagnée chez elle à la maison, de pouvoir être aimée, et ça je mets vraiment un accent là-dessus, et jamais elle n'a été un poids pour sa famille. On l'a accompagnée jusqu'au bout. Elle avait des soins à domicile. Alors bien sûr qu'il y a eu la chance de l'infrastructure autour. Elle n'était pas du tout abandonnée, elle était vraiment choyée, chérie et accompagnée, mais à aucun moment, malgré la souffrance, elle a demandé à mourir. On a tout fait pour qu'elle ne souffre pas trop, mais aujourd'hui, je pense aussi que la personne qui demande à mourir, qui demanderait vraiment à mourir, de mon point de vue, dans l'écrasante majorité des cas, c'est une personne qui se sent
être un poids pour sa famille, voire pour la société, est une personne qui se dit tu coûtes cher, et évidemment en entendant dans tous les médias qu'elle est éligible et qu'elle ne profite pas de cette aubaine, mais qu'est-ce qu'elle est égoïste quand même. Et je me dis que là aussi c'est quand même quelque chose de terrible. Alors qu'on devrait développer aujourd'hui l'aspect de vivre dignement plutôt que de mourir dignement. Et j'aimerais aussi mentionner une chose qui est importante de l'aspect moral et religieux. On parle souvent de dolorisme. Le dolorisme était une hérésie qui disait plus je souffre, plus je plais à Dieu, plus j'aurai des grâces. Et c'est une hérésie, ce qui veut dire que dans la théologie, dans la morale chrétienne, souffrir, c'est toujours quelque chose de mauvais. Si on nous permet la souffrance, c'est pour obtenir un plus grand bien, une plus grande sanctification en essayant de peut-être m'endurcir. Mais ça n'est jamais à rechercher, ce qui veut dire que loin de toute personne religieuse, de dire c'est bien la souffrance, il faut souffrir, il faut aller jusqu'au bout pour affronter sa mort. Non, je pense qu'aujourd'hui la religion est absolument, je dirais, partenaire de la médecine médecine qui veut diminuer tout ce qui est l'aspect de la douleur, tout ce qui sont les soins palliatifs. Le domaine religieux veut favoriser ça, veut favoriser qu'on puisse maîtriser la douleur, accompagner la personne, même peut-être par des sédations. Ça peut arriver qu'il y ait des sédations, mais pas qu'on décide à un moment donné, je stoppe la machine. Et là aussi, je pense que nous devons absolument dire, nous sommes contre un acharnement thérapeutique, contre un prolongement de la personne, mais c'est tout autre chose que de stopper les choses, que de définir un temps déterminé en disant maintenant on arrête le principe de la vie. Je tenais juste à clarifier cet aspect-là. Mais j'aimerais quand même aujourd'hui, parce que si je pense qu'il y a une réelle lutte et un réel danger, un glissement quand même sociétal que l'on est en train de vivre, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encore agir? Où en est ce texte? Est-ce qu'il y a encore des chances d'inverser les choses? Alors le texte progresse à marche forcée. Le gouvernement, le président de la République en a fait un objectif. Il a parlé d'une année utile en disant il faut absolument que ce soit voté dans l'année. Il n'y a pas d'urgence pour cette loi, j'y reviendrai, mais il veut que ce soit fait dans l'idéal avant l'été. Et le gouvernement pousse également. Et actuellement, notre texte est devant l'Assemblée nationale. Nous sommes le 16 février aujourd'hui. Le texte est devant l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Nous avons les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, qui doivent chacune étudier 2 fois le texte. L'Assemblée nationale l'a voté à 53% seulement en mai de l'année précédente. Le texte a été envoyé au Sénat. Le Sénat a rejeté le texte voté par l'Assemblée nationale, a renvoyé son texte à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a repris son premier texte. Et cette semaine, nous étudions, les parlementaires étudient, les députés, le texte initial. Et en fait, que font-ils? Ils sont en train déjà d'augmenter, alors que nous étions déjà très très haut dans le progressisme, va-t-on dire, ils sont en train d'augmenter tout cela. Quand l'Assemblée nationale aura fini d'étudier le texte, et tout est planifié, c'est le 24 février que le vote doit avoir lieu, le texte sera envoyé en deuxième lecture au Sénat. Alors là, les dates sont un petit peu plus floues. Et si le Sénat est toujours en désaccord avec l'Assemblée nationale, il y aura une commission mixte paritaire qui sera mise en place. Mais il y a une pression politique énorme pour que le texte soit voté dans les meilleurs délais. Meilleurs délais pour ceux qui sont favorables à la loi. Pourquoi? Peut-être, c'est mon sentiment, parce que ils s'aperçoivent que quand on réfléchit, quand on informe et quand on permet aux personnes de comprendre ce qu'il y a dans le texte, les personnes disent ah ben non, c'est pas ça que je voulais. Moi, je pensais que il s'agissait d'alléger les souffrances en fin de vie. Là, ça va trop loin, ça va trop loin. Et quand les personnes comprennent ce qu'il y a dans le texte, encore faut-il que l'information puisse passer. Normalement, on le voit, les mouvements sont non, pas ça. Je suis pour l'euthanasie, disent certaines personnes. Je suis pour le suicide assisté, mais pas comme ça.
Donc, il faut que l'information passe, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout à l'heure, le docteur Lafont disait que dans les médias, il y a on peut dire des avis très majoritairement pro-euthanasie. Là aussi, du côté des décideurs, au niveau du Sénat et des députés, donc les deux chambres, comment est-ce qu'ils se positionnent? Est-ce que vraiment ils reçoivent des spécialistes pro et contre? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'ils ont un travail quand même très ardu à devoir mener au niveau moral. Ou bien est-ce qu'il y a des directives, des prescriptions au niveau des partis? Comment, dans le fond, un député se renseigne? Parce que s'il écoute les médias qui vont être à 90% pro-euthanasie, il va automatiquement être enclin à voter cette loi. Alors, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine, puisque vous avez évoqué plusieurs hypothèses. Il y a des commissions qui vont, avant que le texte ne soit débattu dans l'hémicycle, auditionner des experts et les inviter. Alors, ils vont choisir leurs experts. Ils essaient de faire une certaine diversité. Elle est parfois un petit peu discutable. Et les personnes viennent s'exprimer. Mais en pratique, j'ai pas été auditionnée sur la dernière loi, mais je l'avais été sur les précédentes. Quand on est auditionné, si on a 10 députés qui sont présents, on a de la chance. Il y a la commission, ils sont 3 à 5, ça dépend si on est en début ou en fin. Au début, ils sont 5, à la fin, ils sont plutôt 3. Et on est auditionné avec une dizaine de députés dans le meilleur des cas. Donc, moi, pour ma part, je suis un petit peu revenue de tout cela. Il y a une tentative d'information, mais je ne la crois pas complètement probante. Ensuite, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des mots d'ordre dans les différents partis politiques. Vous votez oui, vous votez non, où je vous invite à plutôt voter. Parfois, c'est très directif, parfois ça l'est moins, ça dépend des partis politiques. Et il y a aussi les convictions ou la connaissance du sujet par les différents parlementaires. Et ici, pour moi, c'est un des problèmes du travail des parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs. Ils ont un nombre de lois à étudier, à faire voter chaque semaine, qui est monumentale, et des lois qui vont aller, ça va être la loi du plomb, ça va être une loi en matière fiscale, ça va être une loi pour le climat et les isolations par l'extérieur des maisons. On a des lois dans tous les sens, une loi sur le devoir conjugal en matière de mariage. Ils vont devoir travailler sur tellement de sujets différents que ils ne peuvent pas, quand bien même ils seraient pleins de bonne volonté, travailler sur tous ces sujets. Ils sont obligés de faire travailler différents attachés parlementaires qui sont leurs bras droits ou leurs multiples bras droits et bras gauches, et ensuite ces assistants leur font remonter des résumés, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ça je leur trouve cette excuse véritablement, s'impliquer sur chacun des sujets. Et c'est un problème. Oui, je voudrais dire aussi un mot, c'est que je suis très choqué par les sondages. On nous abreuve de sondages qui sont complètement biaisés. Encore récemment, les pro-euthanasie nous ont sorti un sondage comme quoi 80% ou même plus des Français seraient pour cette proposition de loi. Très rapidement, en regardant de près, on s'est aperçu qu'il y avait les dés étaient complètement pipés. Et en fait, ce qui me choque le plus, c'est la manipulation qu'il peut y avoir, la manipulation au niveau du cadre strict, la manipulation au niveau des médecins et des pharmaciens, la manipulation au niveau des Français, en nous faisant croire que on est tous pour cette loi ou majoritairement pour cette loi, alors que c'est complètement faux. Et puis, il n'y a pas de véritable échange au niveau de l'Assemblée nationale ni au niveau du Sénat. Il n'y a pas du tout d'ouverture. Et finalement, ce sont des échanges très choquants, je trouve, surtout vu la gravité quand même de cette proposition de loi si elle est finalement adoptée. Effectivement, il y a mort d'homme à la clé. Et on va décider, ou une personne va décider de mourir. Mais vous l'avez souligné, la pression médiatique, sociale et financière est extrêmement importante. Au Canada, on voit que des personnes précaires demandent à être euthanasiées parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, ce n'est pas du tout une question de souffrance liée à une maladie. On est dans des situations qui ne sont pas admissibles.
et il y a des triches, des leurres monumentaux. On parle d'aide à mourir, ça c'est gentil. On nous dit, vous inquiétez pas, c'est de l'aide à mourir. Non, c'est de l'euthanasie et du suicide assisté. Ah, n'employez pas ces mots. Pour avoir été auditionné il y a plus d'un an par Olivier Falorni, il était venu me voir à la fin d'une commission me disant, mais comment est-ce que vous définiriez le suicide ou le suicide assisté, mais sans employer le mot suicide? Donc c'est véritablement délibéré. Tout est faussé dans ce texte. On n'emploie pas les termes. On va également avoir une fausse collégialité. C'est un collège pluriprofessionnel. C'est pas une collégialité. On a à peine 3 médecins ou aides-soignants qui vont intervenir. On n'a pas de recours pour les tiers. Si je suis aidante d'une personne qui est lourdement handicapée, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Et quand la personne handicapée s'exprime mal elle-même, peut-être que le médecin, et c'est déjà arrivé, comprendra mal un geste. Quand la personne fait comme ça, est-ce qu'elle est en train de dire je veux mourir, je veux un pistolet, ou est-ce qu'elle est en train de dire, c'était le cas d'un patient, j'ai un problème à la carotide, mais la personne ne pouvait pas le montrer. Et les médecins ont dit, ah, il veut mourir, il veut mourir. Les personnes autistes, on va leur présenter des pictogrammes pour s'exprimer. Mais si on leur présente que des pictogrammes parlant de mort, de mort, de mort, de mort, la personne autiste ne sera pas en mesure de dire, présentez-moi d'autres pictogrammes. Donc tout est biaisé, c'est véritablement extrêmement inquiétant. Il n'y a pas de recours pour les tiers. Et pour finir, il y a une commission a posteriori. Une fois que la personne est morte, c'est une fois qu'elle est morte qu'on va vérifier que la procédure a bien été suivie. D'un point de vue juridique, ça, c'est un non-sens incroyable. C'est ce qu'a fait la Belgique. Mais la Belgique s'est fait rappeler à l'ordre par la Cour européenne des droits de l'homme parce que son dispositif était plus que discutable. En France, a été proposée une commission a priori, comme ils font en Espagne. En Espagne, on va, quand une personne demande à mourir, vérifier avant de passer à l'acte, est-ce que les conditions sont bien respectées, est-ce que la procédure est bien respectée, et ensuite seulement la personne pourra éventuellement accéder à cette mort qu'elle demanderait. Mais commission a priori, pas a posteriori. C'est une aberration. Comment cette commission a posteriori peut être adoptée? J'ai du mal à comprendre. Elle est copiée en fait sur le système belge. Il s'agit de composer avec des personnes différentes. La DMD a dit qu'elle voulait en être, des représentants des usagers. Il y a des médecins, je crois 2 médecins. Il y a alors dans la dernière version, des membres du Conseil d'État ou de la Cour de cassation pour mettre quelques magistrats dans cette commission, mais la commission ne comportera de mémoire que 8 membres et elle va recevoir des dossiers. Madame Chêne-Beaupré a été euthanasiée, on l'a aidée à mourir, et voilà son dossier. Et là, on prend mon dossier et on regarde si j'avais bien 18 ans, on m'a bien proposé, on a bien respecté le délai, on vérifie que tout était carré dans l'euthanasie qui m'a été faite. Mais a posteriori, c'est ça qui est une aberration totale. Oui, mais alors, si le dossier, on s'aperçoit qu'on s'est trompé et qu'on ne respectait pas les conditions, la personne est donc morte, alors on fait quoi? Alors, la Belgique a un taux record parce que la Belgique a légalisé en 2002 l'euthanasie et pendant près de 23 ans, ils ont eu un dossier qui a été retoqué. Un dossier en plus de 20 ans, alors on va dire que les Belges sont des gens très très consciencieux qui ont bien respecté la procédure, ou alors comme la Cour européenne leur a dit, il y a des choses à revoir dans votre commission. Donc je ne suis pas là pour donner des leçons aux Belges, mais vous comprenez un petit peu la fragilité. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette commission? Des médecins favorables à l'euthanasie, qui le plus souvent, pas systématiquement, mais le plus souvent, examinaient soit les dossiers de leurs confrères qu'ils connaissent très bien, soit parfois même leur propre dossier sans
sortir de la salle lorsque leur propre dossier était examiné. Et le seul dossier qui a été retoqué, c'est presque risible, mais sur un sujet comme ça, on évitera probablement de rire, ça a été une requalification. On a dit, c'est pas une euthanasie sur ce cas-là, c'était un suicide assisté, c'est pas bien, parce que vous avez transmis le verre au patient et le patient a bu le verre. Traduction, vous n'avez pas administré la mort, il se l'est administré et on a requalifié. Mais après, ça ne va pas bien loin. On a eu un arrêt mortier très important de la Cour européenne, celui-là même qui a reproché à la Belgique la composition de sa commission, la CFCE. Et dans cet arrêt mortier, c'était un fils qui disait, mais ma mère a été euthanasiée, elle était dépressive, je ne voulais pas, on vous avait dit, elle est dépressive, prévenez-nous avant. Et donc, on a dit au fils, non, ben, la mère bénéficiait d'une autodétermination, elle peut décider elle-même. Elle a choisi, les médecins avaient demandé qu'on prévienne le fils. La mère n'a pas voulu et on a dit au fils, désolé, votre mère a souhaité partir comme ça. On ne peut rien reprocher au système belge. Dans le fond, je dirais, ces derniers propos nous disent quand même qu'on est sur une pente très 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 glissante et que le jugement ou le discernement éclairé est très loin d'être là. Et dans le fond, aujourd'hui, on voit ceux qui décident, là aussi, n'ont pas le temps de le faire, ne sont pas dans des bonnes prédispositions pour pouvoir poser un jugement, une décision éclairée qu'ils vont poser, qui fera force de loi. Et je me dis aussi que très souvent, les personnes qui décident ne seront elles-mêmes pas assujetties à ça, parce que la plupart de ces personnes sont considérées comme des élites et des personnes privilégiées qui, elles, auront accès aux soins palliatifs très souvent. Donc là, je vois que là aussi, dans l'aspect politique, ceux qui décident, souvent, ne seront jamais victimes des lois qu'ils sont en train de voter. Mais dans le fond, c'est là où, pour un choix pareillement important, qui impacte et qui implique, jamais on devrait se fier, me semble-t-il, à des statistiques, à des sondages, à des débats, à des visions qui sont, pour moi, très fortement orientées, mais il faudrait carrément une votation populaire, un référendum au minimum là-dessus. Le référendum a été envisagé. Nous n'avons pas les votations suisses chez nous. Il faudrait qu'on prenne exemple sur nos voisins. Sur ce point, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Le référendum a été envisagé par le président Macron, notamment au cas où ça s'enliserait au Parlement. Il veut absolument que dans les meilleurs délais, en réalité avant que son quinquennat n'arrive à son terme, soit votée cette loi. Il a pris l'engagement, notamment devant la loge du Grand Orient de France, pour dire ça aura lieu. Donc, il veut absolument poursuivre cet engagement. Ici, on est avec le référendum, avec une situation qui est problématique parce que le référendum, c'est l'article 11 de la Constitution qui le prévoit pour nous et il faut que ce soit en matière sociale. Et ici, ça n'est pas exactement le domaine que l'on entend derrière le mot social habituellement pour un référendum. Ensuite, il faut que ce soit un projet de loi et non pas une proposition de loi. Projet de loi, c'est quand c'est le gouvernement qui apporte le texte. Une proposition de loi, c'est quand c'est un député ou un sénateur qui présente le texte. Actuellement, ce sur quoi nous travaillons, c'est une proposition de loi. Donc, on a deux critères qui ne sont pas bons au regard du référendum, mais étant donné la volonté extrêmement forte des politiques, des dirigeants plus exactement, de faire aboutir ce texte, je pense qu'ils ne verront pas grand obstacle sur leur chemin. Je vous propose, merci beaucoup pour tous ces échanges et ces arguments. Et je pense que ça, les personnes qui sont de bonne foi en conviendront. Vous n'avez certainement pas entendu de pareils arguments dans les grands médias. Et je pense que là, aujourd'hui, nous avons essayé d'apporter à la mesure du sain et du juste discernement tous les risques de voter une pareille loi sans pour autant
juger des personnes qui seraient en souffrance, des personnes qui souhaiteraient vraiment, à un moment donné, voilà, mettre fin à leur vie. Je dis bien, nous ne sommes pas dans le jugement. Là, nous sommes dans une loi qui ouvre une boîte de Pandore et qui modifie complètement le visage de la société. Je souhaiterais juste, si vous si vous êtes d'accord, de faire une petite conclusion, chacune et chacun, par rapport à une personne qui aujourd'hui aurait vu cette émission et serait dans un état de grande hésitation en disant, comment est-ce que moi, je peux maintenant départager un peu les choses? Quels seraient les arguments vraiment en disant, attention, pourquoi ne pas mettre le pied dans la porte de cette loi? Est-ce que c'est vu comme un manque de fraternité? Parce que c'est ça qu'on essaie de nous faire croire. Et puis la deuxième chose, la personne qui dirait, oui, mais moi, à ma petite mesure, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire réagir autour de moi? Je te donne un seul exemple. Est-ce qu'une personne pourrait dire, moi je vais aller voir mon député et puis je vais lui dire, j'ai entendu des arguments qui aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme. Je vous laisse le mot de la fin à chacune et à chacun. Sur le fait d'aller voir son député ou son sénateur, c'est extrêmement important. Ou lui écrire une lettre personnalisée. Elle n'a pas besoin de faire 10 kilomètres, parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui représentent le peuple. Alors, ils pensent aussi à leurs élections, mais à leurs électeurs. Et donc, si les électeurs disent non, non, nous ne sommes pas d'accord, plus il y aura de manifestations pour dire ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous voulons, mieux ce sera. Sur les autres éléments que vous avez abordés, je dirais que les soins palliatifs sont les grands oubliés financièrement, développement et aussi dans les médias, on ne parle pas des soins palliatifs. Or, les personnes qui soignent en soins palliatifs, les médecins, disent oh ben moi en 20 ans j'ai peut-être eu une ou deux demandes d'euthanasie. Ça peut exister exceptionnellement. Mais dans la très grande majorité des cas, les gens vont demander une euthanasie parce qu'ils ne connaissent pas les soins palliatifs, et ça n'est pas normal. Merci. Pour ma part, encore une fois, je suis très choqué par la diminution des libertés que cette loi pourrait entraîner dans le corps médical et dans le corps des pharmaciens. Nous sommes tous choqués. Aujourd'hui, le système de santé en France est en très très mauvais état. On a parlé des psychiatres qui ne savent pas comment ils vont faire. Donc, et puis bien sûr, il y a tous ces débordements, tous ces termes flous au niveau médicaux dont on a abondamment parlé aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors écrire aux députés, le professeur Chanel a dit, moi je dirais qu'il faut également sensibiliser au maximum autour de soi. Et puis les réseaux sociaux sont quand même là pour être utilisés. Je pense qu'il faut diffuser au maximum les messages qui sont le plus objectifs possible, comme par exemple ce qu'on a essayé de faire ce soir quand même, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que les élus tiennent à leurs électeurs. Ils ont bien envie quand même de garder leur siège et que donc ils votent en fonction de ce qu'ils pensent, mais aussi en fonction de ce que pensent leurs futurs électeurs. Et donc aujourd'hui, la manipulation des Français par les médias est un problème majeur. J'hésiterai pas à dire que nous sommes dans une dictature médiatique et il faut, avec nos petits moyens, les utiliser au maximum. Et aujourd'hui, tout le monde dit, à juste titre, que les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans la sensibilisation des Français. C'est vrai pour l'évangélisation, mais c'est aussi vrai sur le plan médical et c'est vrai par rapport à cette proposition de loi. Merci beaucoup pour cette conclusion. Alors, je ne doute pas que peut-être certaines paroles de cette émission seront censurées parce que nous vivons aujourd'hui une période de censure. YouTube est très attentif, donc il se peut que vous entendiez un bip parfois au moment où on emploiera certains termes. Mais nous n'avons pas voulu dans cette émission censurer ou éviter les termes qui choquent parce qu'aujourd'hui il faut appeler un chat un chat. Donc
N'hésitez pas à diffuser cette émission autour de vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. Et puis, vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans cette époque de la réinformation. Je pense qu'il faut éviter absolument de se laisser bercer par des idées préconçues, toutes faites du prêt-à-porter, du prêt-à-penser. Il faut éviter aussi la pensée binaire en bien ou mal. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir une espèce de cognition, de réflexion. Aujourd'hui, vérifiez également l'information et vérifions également au niveau de l'éthique et de la morale de ce que l'on est en train d'essayer de nous vendre. Et surtout de nous vendre à manière forcée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons véritablement à bouger de ce côté-là. Et vous voyez qu'aujourd'hui, typiquement, eh bien, nous essayons de faire des émissions qui réunissent des spécialistes unis pour la réinformation dans le domaine éthique, dans le domaine judiciaire, dans le domaine religieux, dans le domaine moral ou légal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Nous devons, excusez-moi du terme, mais attaquer sur plusieurs fronts cette idéologie-là, cette idéologie que l'on peut qualifier de mortifère. Si vous vous posez la question, sachez que la conférence épiscopale française a écrit, je le sais de source sûre, d'un très bon ami évêque français, qui m'a dit, nous avons écrit aux deux chambres, donc aux sénateurs et aux députés, en disant la position de l'épiscopat français, en espérant que ça fasse un petit peu bouger les choses. Mais évidemment, cette lettre-là n'a pas été diffusée dans les médias. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons véritablement nous dire, à notre petite mesure, nous devons agir. Parce qu'il y a un bien plus grand mal que ceux qui, sous le couvert de fraternité, créent du mal, créent une société de la mort. Il y a ceux qui laissent faire. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne devons plus laisser faire. Chacun fera son choix, mais au moins nous pourrons dire, nous avons participé de manière objective au débat, à l'édification de la pensée, et nous ne sommes pas simplement résignés devant ceux qui détiennent un pouvoir. Et nous l'avons vu ce soir, ceux qui détiennent un pouvoir, soit il peut être asservi à des lobbies du Grand Orient et j'en passe, soit ils peuvent être peut-être de bonne foi, mais être soumis à des pressions de temps qui ne leur permettent pas d'avoir l'information nécessaire, la position et la contre-position pour pouvoir ensuite poser un jugement éclairé au nom de toute une nation, de toute une époque et qui engagera la société actuelle et future et qui ne protégera en tout cas pas le plus faible. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cela que nous voulons absolument protéger. Je tiens en tout cas vraiment à vous remercier, cher professeur Aline Chenet de Beaupré. Je vous souhaite de continuer d'avoir une parole libre là où vous serez et je crois qu'elle le sera et je sais que vous allez même tout prochainement essayer d'aller intervenir auprès des politiques. Et puis également au docteur Sergile Lafont, toujours très, comment est-ce que je vais dire, très prolifique au niveau des réseaux sociaux pour diffuser aussi ce genre d'informations. Merci en tout cas. C'est un retraité très actif, le docteur Sergile Lafont. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence à cette émission. Je vous dis peut-être à bientôt pour un futur sujet. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura que l'embarras du choix. Mais nous sommes là pour essayer, à notre petite mesure, d'éclairer des consciences. Je vous dis à bientôt, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite le meilleur à tous deux. Et à vous qui nous avez suivis, réfléchissez, ne vous laissez pas simplement séduire, construisez votre pensée, édifiez-la et prenez des décisions en toute connaissance de cause. Que celui qui a des oreilles entende.